Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, honorables membres du tribunal. Monsieur le Président, pour la défense de colonel Abdoulaye Chérif Diaby, mes répliques tendant au rejet des réquisitions aux fins de réqualification des faits présentés par le parquet près de ce tribunal, j'ai eu à toucher 3 points essentiels. Le premier point, il s'agit des pages 41.6, page 42.11 de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre auguste tribunal. Le deuxième point, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, c'est les réquisitions elles-mêmes du parquet, notamment les pages 2.4, les pages 8.5. Le troisième point, Monsieur le Président, il s'agira de prouver et de présenter que la demande du parquet est sans objet, manque d'opportunité. Et naturellement, subsidiairement, je toucherai les dispositions des articles 378, 379 du Code de procédure pénale, relatifs à la compétence du tribunal de première instance statuant en matière criminelle, en matière correctionnelle et en matière contraventionnelle. Alors, Monsieur le Président, après près de 17 mois de procès, votre tribunal, à la toute première audience, avait interrogé mon client sur les faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi en date du 28 décembre 2017. Dans le dispositif de cette ordonnance, il est clairement mentionné à la page 41.6 que mon client est poursuivi pour des faits de coups et blessures volontaires. À la page 42.11, que colonel Abdoulaye Chérif Diaby est poursuivi pour des faits de non-assistance à personne en danger, l'abstention délictueuse. Alors, ces deux types d'infractions, notamment coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger, sont prévus et punis par les dispositions des articles 239 pour ce qui est de coups et blessures volontaires, 297 et 298 pour ce qui est, n'est-ce pas, de non-assistance à personne en danger. Mais vous conviendrez avec moi que l'ensemble de ces infractions, je le dis sous le contrôle de toutes les parties prenantes à ce procès, que ces infractions sont des délits. Ce sont des délits. Pour en savoir davantage que ce sont des délits, la peine maximale qui est prévue par ces infractions, c'est 5 ans. L'amende avoisine entre 500 000 et 5 millions de francs guinéens. Vous allez vous poser la question de savoir ces infractions peuvent-elles être rangées ou assimilées aux infractions de crimes contre l'humanité, au point d'en demander à votre juridiction ici, Monsieur le Président, de requalifier ces faits en crimes contre l'humanité. C'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Même si on n'aime pas une personne, mais on doit quand même reconnaître ce que l'intéressé a posé comme acte. Pour y revenir, point par point, au niveau de la première infraction qui est intitulée « Coups et blessures volontaires ». Monsieur le Président, depuis la première audience, mon client était ici à la 5e personne de comparaître ici pour des faits de non-assistance à personne en danger et pour coups et blessures volontaires. Il n'a pas été prouvé, il n'a pas été apporté au débat que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a effectivement
effectivement porté des coups de manière volontaire, des blessures à l'endroit de qui que ce soit. Mais pour le prouver, Monsieur le Président, pour vous prouver effectivement que l'ordonnance même de renvoi détermine que le client que j'ai la charge de défendre n'est ni de près, ni de loin associé, ni être reconnu coupable de ces faits-là. La preuve, au cours des débats, que ce soit côté des parties civiles ici, que ce soit du côté de la défense, que ce soit effectivement le parquet, que ce soit les témoins qui ont défilé à cette barre, il a été constant et accepté de tous que Colonel Diaby n'a pas été au stade du 28 septembre. Lors des événements du 28 septembre, ce lundi, il n'était pas là. Il a été admis au débat que Colonel Chérif était en partance à Koya. Il a été acquis au débat que toutes ces infractions relatives au meurtre, assassinat, enlèvement, torture et autres complicités de quoi que ce soit, Colonel Ablaye Chérif Diaby n'est pas associé. Lorsque je prends le point 11 de la page 42 de l'ordonnance de renvoi, lorsque l'ordonnance dit que Ablaye Chérif Diaby et autres d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Cela sous-tend quoi? Lorsqu'on parle de ce paragraphe, cela veut dire en principe, pour volontairement refuser d'empêcher la commission d'une infraction, il faut être d'abord présent sur les lieux. C'est la condition centrale. Il faut être présent. Et lorsqu'on dit que volontairement entraver l'arrivée de secours, ça veut dire tout simplement, au moment où les gens venaient au stade pour secourir d'autres personnes, Colonel Ablaye Chérif Diaby était posté ici au stade, alors que ce n'est pas le cas. Il n'était pas au stade. Au point d'empêcher une personne, au point de refuser de secourir une personne au stade. Il n'a pas été au stade. Que les choses soient très claires. Lorsque vous avez une décision à main, il faut savoir la lire. Il faut savoir l'interpréter fidèlement. Le pool des juges, en ce moment précis, au moment où ils signaient cette ordonnance, ils n'ont pas pensé qu'en ce temps-là, Colonel Ablaye Chérif Diaby n'était pas au stade, au point d'en empêcher d'arriver ou de refuser de secourir une autre personne ou des manifestants. Parce que les manifestants se sont dirigés au stade. Parce que les manifestants ne se sont pas dirigés ailleurs. Le point de repère, le point de rencontre, le point de focal, c'était le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. C'est évident, c'est clair, c'est limpide, c'est propre. Colonel Ablaye Chérif Diaby n'était pas au stade du 28 septembre, ce lundi 28 septembre 2009. Je poursuis. Lorsque le même dispositif de l'ordonnance dit de s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux et pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre, sur les manifestants au stade du 28 septembre. Ce qui veut dire tout simplement que ces manifestants en ce moment précis n'étaient pas encore sous le feu, n'étaient pas encore en face d'un danger. Et où? Au stade. Alors que Colonel Diaby n'était pas au stade ce lundi-là. Alors, pourquoi, monsieur le procureur,
dans ces réquisitions, demande à votre respectueuse juridiction de requalifier les faits qui sont patents, qui sont pertinents, qu'on ne peut pas modifier pour les requalifier en crime contre l'humanité. Ça, c'est complètement passé à côté de la plaque. En plus, par rapport à la page 41.4, non, point 6 naturellement, toujours je suis dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. Et puisque c'est cette ordonnance qui saisit votre juridiction, c'est celle-ci qui vous donne la compétence de statuer, Monsieur le Président. Il est clairement dit, point 6 de la page 41, Marcel Guilabogui, Blaise Guémou, Ibrahim Kamaradi Kalonzo, Alpha Amadou Baldé, Cessé Raphaël Haba, Abdoulaye Sherif Diaby et Abouakar Diakité Ditumba, d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités de vivre, de vive impression, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Sur les personnes des manifestants, pas sur les personnes des blessés, sur les personnes des manifestants. Nous sommes au stade du 28 septembre. Colonel Chérif n'était pas là. Pourquoi on veut coûte que coûte que ces faits soient requalifiés en crime contre l'humanité? Monsieur le Président, soyez très prudent. Alors, dans ces réquisitions que j'ai pris le soin de lire, phrase par phrase, la page 2 des réquisitions du parquet, voilà ce qu'il dit. Mandat de dépôt du 27 septembre 2022. Je mets au défi le parquet de fouiller dans le dossier de la procédure si colonel Abdoulaye Sherif Diaby a été accompagné à la maison centrale avec un bout de papier placé, signé d'un juge. Ça n'existe pas dans le dossier. Au moment où on était en train de débattre le problème dans la salle ici, on était en train de préparer les camions pour aller à la maison centrale. Vaille que vaille. Il faut que ça aille à la maison centrale. Alors, cette page, la page 2.4, qui concerne Abdoulaye Sherif Diaby, voilà ce que le ministère public fait. Le ministère public accuse mon client de complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Monsieur le Président, ces réquisitions ont été signées le 1er mars 2024. L'ordonnance de renvoi date du 28 décembre 2017. Un an, 17 mois presque. On fait fi à l'ordonnance, on s'écarte complètement de l'essentiel pour vous dire, non, Monsieur le Président, écoutez, bon, franchement, colonel Abdoulaye Sherif Diaby, si on continue sur cette voie, cause des blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, il n'y a rien. Il faut lui coller, il faut trouver quelque chose. Et c'est pourquoi le parquet a créé ces infractions pour les attribuer à colonel Abdoulaye Sherif Diaby. Alors, je me demande sur quelle base juridique que le tribunal va statuer pour dire oui, je requalifie les faits contenus dans l'ordonnance de renvoi qui me saisit, qui me donne la compétence de statuer dans cette affaire. Non, ces faits ne doivent pas être pris en considération. Plutôt, je prends en considération des faits de séquestration arbitraire, des faits de torture, des faits de complicité d'enlèvement.
On est où? Étant entendu, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, que le ministère public est partie prenante au même titre que la défense. C'est l'égalité des armes. Au même titre que la défense, au même titre que la partie civile, si tel est le cas. Donc, libre à tout le monde de vous dire, Monsieur le Président, je me suis réveillé hier. Certainement, ce dossier, il faut prendre encore en considération d'autres types d'infractions pour les ajouter à l'ordonnance. Mais il n'y a pas un procès éternel, Monsieur le Président. C'est pourquoi la loi a codifié, a aménagé l'arsenal juridique que nous possédons. C'est un législateur qui a forgé ça. C'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas eux, c'est pas la partie civile, c'est pas non plus le public ici qui est présent, c'est pas non plus les accusés ici à la barre. C'est une loi qui a été votée, adoptée, promulguée par décret, qui désormais, lorsqu'une personne fait ce comportement est érigé au rang d'infraction de délit, etc., etc. Mais on ne peut pas s'asseoir sous la climatisation dans votre bureau, vous prenez votre bic, vous rédigez, vous demandez au président de requalifier les faits en séquestration arbitraire, en complicité d'enlèvement, en torture. Qui a dit à cette barre ici que le colonel Chérif Diaby est auteur d'enlèvement, est auteur de séquestration arbitraire, est auteur de torture? Qui a dit cela? Ni les partis civils, ni ce parquet, ni encore moins les témoins qui ont défilé à cette barre. Personne, personne, je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire que le colonel Abla Chérif Diaby, outre les infractions de non-assistance à personne en danger, outre les faits de coups et blessures volontaires, prétendus faits de coups et blessures volontaires, prétendue non-assistance à personne en danger, qu'il y a également la séquestration arbitraire, il y a également la complicité d'enlèvement, qu'il y a également la torture à son encontre. De grâce, lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. C'est une qualité. Lorsqu'on ne vous a pas demandé, vous vous taisez. Lorsqu'on vous demande si vous ne connaissez pas, dites que je ne connais pas. C'est une qualité, c'est des vertus. Alors, Monsieur le Président, lorsque vous prenez ces faits, les délits qui sont articulés contre mon client, puisque jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie d'un principe sacro-saint en droit pénal, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que votre décision soit rendue à l'audience publique, mon client, il a été prouvé, il a été démontré. Outre même le passage des personnes ici, lorsque vous avez projeté des images, des audios, mais écoutez, soyons encore plus courageux de reconnaître que le colonel Diaby, c'est un harcèlement, on le harcèle. Il n'a pas sa place ici, Monsieur le Président. Lorsqu'on vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité, c'est aller à l'encontre des principes sacro-saints. Je ne vais pas revenir sur les déclarations des talentueux confrères ici de la défense. Je fais muet parce que c'est propre, parce que c'est limpide, parce que c'est clair, parce que c'est codifié, c'est vérifiable. Le principe de la non-rétroactivité de la loi, c'est l'application de la loi pénale dans le temps. C'est réglé. L'article 5 qu'a fait État, mon distingué, mon talentueux, mon aimé confrère, Maître Lancy de Silla, met en évidence la prescription, la chose jugée. On ne vient pas dessus. Moi, ce qui me préoccupe, au-delà des faits principaux qui sont articulés contre les autres accusés, mon client, ces faits sont de nature particulière. Parce que peut-être le crime qu'il a commis, il a accepté d'être ministre de la Santé. Si c'est un crime, maintenant, désormais, lorsqu'on vous demande d'être posté
d'être nommé au rang du ministre de la Santé, c'est un crime. S'il était ministre de l'économie et des finances, certainement il n'allait pas être là. S'il était ministre de la pêche, il n'allait pas être là. Ministre de la Santé à l'époque, département de la Santé, c'est tout simplement. Mais sa nomination, ce n'est pas un fait du hasard. La personne qui l'a nommé a vérifié la capacité, la compétence, l'intégrité, la moralité de cet homme. Son parcours, son palmarès médical, tout le monde le sait. Il n'est pas à démontrer. Lorsque l'occasion va nous être donnée pour plaider pour la cause de colonel Abla Chérif Diaby, je vais vous démontrer, Monsieur le Président, que cet homme-là, c'est une icône. C'est une bibliothèque. Si on le perd, c'est un fiasco. Alors, outre cela, Monsieur le Président, j'avais dit que je ne serais pas long parce que je touche les points essentiels. Le premier point a été débattu. Il s'agit de l'ordonnance elle-même, les pages 41.6, les pages 42.11 que j'ai fait état, également les réquisitions du parquet, notamment les pages 2.4 et les pages 8.5 que je vais entamer. Alors, lorsqu'il s'agit de ces pages, Monsieur le Président, page 8. Monsieur le Président, voilà encore une autre fausse accusation. Mais quand même, quand on n'a rien à reprocher à quelqu'un, on se tait. Il n'y a pas quelqu'un qui suit cette audience, en tout cas pour les intérêts de colonel Diaby, plus que moi, outre le tribunal, parce que vous êtes le plus attentif. Mais après vous, c'est moi. Par rapport à la défense de colonel Diaby, je suis de près. Aucune virgule ne m'échappe. Je note, j'analyse, je réfléchis avant de prendre la parole. Le parquet, dans son bureau, Monsieur le procureur, en rédigeant ses réquisitions, voilà ce qu'il attribue à mon client. Que ça a été déclaré par lui ici à cette barre. Il dit, il met entre guillemets, il rapporte que c'est les propos tenus par mon client ici à la barre. Il dit, moi-même, à ma qualité de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, j'en viens là-bas, c'est pas là-bas d'abord, il dit, voilà, après les événements du 28 septembre 2009, le gouvernement n'avait mis en place aucune commission interministérielle pour gérer la crise. Mais souvenez-vous, au moins, à la toute première audience de colonel Abla Chérif Diaby, la première journée, le colonel Abla Chérif Diaby, il a été demandé quelles sont les dispositions que vous avez prises lorsque s'est survenu cet événement malheureux. Il a dit, un comité de crise a été mis en place. Un comité de crise a été mis en place. Lui, en tant que chef de département de la santé, il ne s'est pas mêlé. Parce que c'est à lui qu'on doit rendre compte. Et lui, à son tour, il rendra compte à qui de droit. Mais le comité a été mis en place automatiquement. Automatiquement. Ce comité a géré la situation qui se prévalait. Ce jour-là, un comité de crise a été mis en place. Les membres de ce comité sont connus. Il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas contenté de ce comité. Lorsqu'on a constaté effectivement la présence des corps, il a mis en place une commission chargée de restitution des corps. Cette commission également, ces personnes sont connues. Il s'agit notamment, cette commission était présidée par El Hadj Koutoubou Sagnon. El Hadj Koutoubou est vivant.
À côté de lui, paix à son âme, général Toto était présent. À côté de ce dernier, il y avait le professeur Hassan qui est passé à la barre ici. Et vous avez entendu le témoignage du professeur Hassan. Il a dit c'est lui l'administrateur des morts. C'est lui qui a géré les corps. C'est lui qui est responsable des morts. Il a présenté le tableau ici. Mais qu'est-ce qu'on veut de ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'on veut de lui réellement? Le professeur Hassan, lorsque moi je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que vous, en votre qualité de médecin légiste, êtes-vous sous l'autorité du ministre de la Santé ou l'autorité de monsieur le procureur? Étant entendu que vous avez prêté serment devant les cours et tribunaux, il a dit, maître, je suis sous l'autorité du procureur de la République. Je lui rends compte. Entre le ministre de la Santé et moi, c'est un rapport de tutelle qui nous lie. Je ne suis pas sous son autorité. Et effectivement, les actes posés par professeur Hassan, ce sont des actes authentiques. Ils ne peuvent être attaqués jusqu'à inscription en faux. Mais comment vous voulez changer l'évidence? Qu'est-ce que vous voulez? Après 17 mois de débat contradictoire, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le ministère public veut? C'est simplement vous tromper. Le ministère public veut vous tromper, veut vous induire en erreur. Et si vous accédez à cette demande qui n'a pas sa raison d'être, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que vous créez un précédent dans l'histoire judiciaire de ce pays. Le troisième point, Monsieur le Président, il s'agit notamment du manque d'objectivité et du manque d'opportunité de la demande. L'objet visé, qu'est-ce que le ministère public veut? C'est pour simplement vous dire, non, ce procès-là n'a qu'à s'arrêter, on va reprendre. Puisque les faits qui vont être accédés à votre demande, à sa demande, ce sont les faits, cette fois-ci, qui sont nouveaux, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, connus à l'avance, qui véritablement méritent encore une autre instruction. Et le ministère public a attendu, après que les accusés aient passé à la barre. Le ministère public a attendu, après que les parties civiles ont été entendues, après que les témoins ont défilé, ont déposé. Pour vous dire non, Monsieur le Président, le ministère public a attendu, après la projection des images et des audios. Mais ces images-là, tout le monde en a ça dans le téléphone. On a perdu simplement le temps. Le discours de Monsieur le Président de la République, tout le monde a ça. La conférence de presse tenue par le président de la commission d'enquête nationale, mais tout le monde en a. Mais quelle est la nouveauté ici? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Ce parquet. Alors, je dis, il n'y a pas d'opportunité de présenter cette demande, Monsieur le Président. La raison est simple. Mais le ministère public oublie que ce procès-là, avant que ça soit tenu, l'État guinéen plus la CPI ont signé un acte. Une convention existe entre ces deux institutions. L'État guinéen a tapé la poitrine qu'il est capable d'organiser ce procès sur son territoire. Oui, et nous l'admettons. Parce que les infractions qui ont été commises dans la sphère nationale, sur le territoire de la République. Et en plus, l'État guinéen rassure la CPI que ce procès, la Guinée est compétente. C'est à juste raison. Parce qu'il a été rappelé hier par mes distingués confrères ici que ce code pénal 2016 qui reconnaît les crimes contre l'humanité, au moment des faits en 2009, ce code pénal n'avait pas vu le jour.
Et donc, puisque cette loi actuelle est sévère, il n'y a point de rétroactivité. Il n'y a point de rétroactivité parce que c'est une loi sévère. C'est une loi de fond, pas une loi de forme. Ça a été développé. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais une chose est certaine, Monsieur le Président, lorsqu'il est cela, il n'est pas possible de retourner en arrière. Puisqu'on ne peut pas retourner en arrière. Mais on n'a qu'à avancer. Mais pour avancer, c'est la continuation des débats. C'est la continuation des débats. Monsieur le procureur ignore un aspect important, c'est le côté économique, le côté financier, le côté matériel que l'État a déboursé. L'État a mis la main dans la poche. Et l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est le contribuable guinéen qui a accepté de construire ce bâtiment pour abriter le procès. Alors, je ne vois pas de nouveauté. Alors, je disais que j'avais les 3 points et subsidiairement, je m'en vais toucher les dispositions de l'article 378 et 379 du Code de procédure pénale. Alors, Monsieur le Président, les articles 378 et 379 traitent de la compétence du tribunal de première instance. L'article 378 dispose: le tribunal de première instance est compétent pour connaître des crimes, des délits et des contraventions. Ça, c'est une réforme. C'est la nouvelle réforme qu'on est en train de vivre. Parce que si aujourd'hui, votre composition, c'est une composition en matière criminelle, le tribunal de première instance, avant cette loi, ne pouvait pas connaître les affaires criminelles. Se limitait essentiellement à connaître les affaires de délit, des contraventions. Mais pour rapprocher la justice vers les justiciables, le législateur a estimé qu'il faille nécessaire d'approcher, de créer au sein des tribunaux de première instance la compétence criminelle de ces juridictions à l'effet d'évacuer les dossiers criminels qui sont stagnés dans les tribunaux. Puisque l'ancienne loi, il n'y avait que 2 cours d'assises. La cour d'assises de Conakry, qui avait compétence des 2 régions naturelles, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. La cour d'assises de Cancan, qui avait compétence des 2 régions naturelles, la Guinée forestière et la Haute-Guinée. Mais imaginez-vous que quelqu'un est poursuivi pour des faits d'enlèvement d'enfants, pour les faits de viol, et que l'auteur de l'acte est à Mayana, la victime se trouve à Zérékoré. Monsieur le Président, comment il faut faire? La cour d'assises de Cancan sera obligée de statuer en audience foraine. Et l'audience foraine nécessite forcément les dépenses coûteuses. Pourquoi ne pas donner la compétence à ces tribunaux de première instance pour connaître les mêmes affaires, pour prendre ce présumé coupable et le juger sur les lieux, en présence de la victime, discussion faite, débat clos, décision rendue. C'est ce qui fait fait. Mais lorsqu'on réclame la réqualification des faits en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, il y a des préalables. Il faut d'abord ériger une institution qui sera chargée spécialement de trancher, de juger de ces infractions de crimes contre l'humanité. On a vu le cas de Issa Nabré. Lorsque le Sénégal devrait connaître cette affaire, il a fallu créer un tribunal spécial. Mais le tribunal qui est délocalisé à la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Président, c'est le tribunal de première instance de Dixine. C'est le prolongement de la compétence de Dixine. C'est suite à une simple ordonnance du premier président de la Cour d'appel qu'on a délocalisé cette juridiction ici. Ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale. C'est une juridiction ordinaire, de droit commun, statuant en matière criminelle. Point. Ce tribunal, s'il y avait la place au tribunal de première instance de Dixine là-bas, ce bâtiment qui appartient à une personne physique, on allait tenir l'audience là-bas. Mais
compte tenu de la question de sécurité, compte tenu de la question de place, il faut porter cette information aux justiciables, non seulement, mais au peuple de Guinée et le monde entier qui nous regarde. Il faut trouver une place pour que cette juridiction puisse tenir dans les conditions idoines. Voilà pourquoi cette juridiction a été délocalisée ici, en construisant ce bâtiment. Mais ça, ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale pour juger ces gens-là. C'est un tribunal ordinaire, de droit commun. Alors, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je voudrais vous rappeler que la stratégie, la subtilité du parquet, c'est de vous amener à les suivre. Mais, Monsieur le Président, tenez-vous bien, si votre tribunal accède à cette demande, les conséquences, toutes les parties, chacune en ce qui la concerne, prendra sa part. Mais j'ose croire, et je le sais, je suis convaincu, votre compétence, votre probité, votre capacité d'analyse. Parce que je vous connais, Monsieur le Président. Au moins, je vous connais. Je sais de quoi je parle. Parce que vous êtes un homme capable. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit. Monsieur le Président, honorable assesseur, la défense a sollicité de votre tribunal le rejet de la demande d'irrecevabilité des réquisitions aux fins de requalification du ministère public tirées de la chose jugée irrévocable en application de l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, permettez-moi de lire l'intégralité de cet article. Cet article dispose: toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, je pense que le mot condamnation est propre à une juridiction de jugement et non à une juridiction d'instruction. Monsieur le Président, la question que je me poserai dans cette affaire est celle de savoir, est-ce que les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel ont fait l'objet de jugement pour pouvoir invoquer cet article? Je dirais non, Monsieur le Président. Je mets au défi les avocats de la défense de nous apporter la preuve contraire, qu'une autre juridiction, Monsieur le Président, a connu cette affaire à part cette juridiction dont vous avez la chance de présider. Monsieur le Président, la défense confond les indices au niveau de l'enquête préliminaire, charge suffisante au niveau du magistrat instructeur et les faits qui sont débattus contradictoirement devant la juridiction de jugement. Pour vous en convaincre, il suffit de faire une lecture sommaire de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction, Monsieur le Président. Vous vous apercevrez que les magistrats instructeurs n'ont jamais dit que les faits pour lesquels les accusés ici présents sont avérés, mais plutôt qu'il y a charge suffisante contre eux. C'est de ça qu'il s'agit ici, Monsieur le Président. Donc il y a lieu de retenir que les accusés n'ont jamais été jugés pour les faits dont votre tribunal est saisi. Par conséquent, il conviendrait de rejeter ce moins d'irrecevabilité parce que non fondé. Sur le deuxième moins de rejet des réquisitions du parquet tiré du principe de la légalité des délits et des peines, à ce niveau aussi, Monsieur le Président, la défense estime que la Guinée, quoiqu'elle ait ratifié le statut de Rome avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas harmonisé son arsenal juridique pénal à ce statut.
et que par conséquent, ce statut ne saurait s'appliquer aux faits dont ce tribunal est saisi. Mais quand nous prenons la hiérarchie des normes juridiques conformément à l'article 9 du Code civil actuel et 8 de l'ancien Code civil, on s'aperçoit que les conventions, accords et traités internationaux sont supérieurs aux lois organiques et ordinaires. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui voudrait dire qu'à partir de la ratification du statut de Rome, le 14 juillet 2003, par la Guinée, ce statut de Rome doit s'appliquer aux crimes commis le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, il est à préciser que devant ce tribunal criminel dont vous avez la lourde charge de présider, Monsieur le Président, un nombre important d'accusés, de victimes ont reconnu que l'attaque perpétrée au stade du 28 septembre 2009 et jours suivants a été généralisée et systématique contre une population civile. Attaque perpétrée par certains éléments de la gendarmerie, de la police et militaire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moins parce que non fondé. Parce que non fondé, Monsieur le Président. J'insiste sur le mot. Parce que, Monsieur le Président, nous avons compris dans cette salle que la défense est en cours d'argument, Monsieur le Président. Elles sont en cours d'argument, Monsieur le Président. C'est pourquoi elles ont érigé le chantage en moyen de défense. Monsieur le Président, au regard, je ne vais pas être long parce que le parquet a déjà marché sur ma langue sans l'abîmer. C'est pourquoi je sollicite, Monsieur le Président, au regard de tout ce qui précède, il serait à bon droit d'accueillir la requalification des faits requises par Monsieur le procureur. Et je vous prie très humblement, Monsieur le Président, de ne jamais céder à la tentation. Je vous remercie.